Donc, comme on est encore confiné, je vais vous présenter la première explication de texte des essais de Montaigne, qui est une première explication qui est extraite des Cannibales. Dans une séance précédente, je vous ai présenté qui était Montaigne et qui les essais. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça, il faudra que vous le fassiez quand vous allez présenter le texte, puisque vous venez de passer les oraux. Vous savez comment ça se passe maintenant. Cette première séance était consacrée en fait aux commentaires des premières pages des Cannibales, dans lesquelles en fait Montaigne nous invite à nous méfier des opinions courantes. Ça c'est ce qu'il nomme, c'est ce qu'il dit au tout début des Cannibales. Et puis ce faisant, il va nous demander en fait de juger sous l'angle de la raison. Donc ça, ce sont ses paroles également. En fait, tout ça c'est fait pour nous amener progressivement à relativiser en fait le sens et la valeur de nos croyances. Et il nous invite à être sceptiques, donc à douter et à suspendre en fait nos croyances et nos certitudes. Donc vous lisez le texte, donc là vous avez présenté Montaigne, les essais, le début des Cannibales, comme je viens de vous le faire. Vous lisez le texte, je vais vous le dire au fur et à mesure. Et puis, vous, je sais plus, où est ma feuille, vous présentez la problématique. À l'oral, vous avez souvent oublié, les élèves que j'ai interrogés ont souvent oublié de présenter la problématique et les mouvements du texte. Alors, les mouvements du texte, il y en aura 2, et la problématique que j'ai choisie, vous verrez ça dans le fichier aussi que je vous ai déposé, il y en a 2, vous en choisissez une sur les 2. Par exemple, en quoi Montaigne parvient-il à renverser le point de vue des lecteurs? Ou l'autre, c'est en quoi Montaigne, par le paradoxe et la polysémie, parvient-il à déplacer le point de vue du lecteur sur le sauvage? Bon, vous en choisirez une. Voilà, ça c'est une première chose pour la problématique. Et les mouvements, je vous disais, il y en a 2. Une définition relative de la barbarie, donc ça c'est le premier paragraphe du texte. Et puis le deuxième paragraphe du texte, la conclusion du raisonnement et l'approfondissement de la thèse en 3 temps. Donc puis une conclusion, mais c'est pas la peine de l'annoncer dans l'introduction. Vous direz, quand vous arriverez à la fin, vous lirez ce que je vous ai mis en conclusion. Alors, si on commence, vous allez commencer par expliquer le texte par le premier paragraphe. Et puis, je vous conseille en fait de l'expliquer phrase par phrase. Alors, je vous lis la première phrase. « Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. » Ça, c'est la première phrase. Alors, cette phrase-là, elle est importante parce qu'elle va contenir une définition. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc, il va définir ce qui, pour lui, est la barbarie. Alors, ça sera repris un peu plus tard par Claude Lévi-Strauss, dont je vous ai déjà parlé et dont je vous reparlerai quand on se reverra. Alors, il aborde ici la notion de barbarie et puis en même temps ce que c'est qu'un sauvage. Alors, les notions de barbarie et de sauvagerie, comme il dit, en fait, pour Montaigne, elles ne sont que relatives. Ce qu'il va nous montrer, donc il introduit en fait sa thèse. Or, je trouve, donc c'est un jugement personnel qu'il va apporter. Ce jugement est aussi un jugement d'un humaniste, et il va effectivement dire que ces notions de barbarie, c'est ce qui relève de l'usage. C'est-à-dire, en fait, on va considérer barbare ce qu'on a finalement, ce qu'on n'a pas sous les yeux tous les jours. Le barbare, c'est toujours l'autre. C'est pas forcément ça, parce que chacun d'entre nous peut être barbare. Donc voilà, il va définir ça. Pour en revenir à mon propos, c'est qu'il a fait une digression. Alors, les digressions dans les essais de Montaigne sont fréquentes.
Et puis il nie tout de suite, hein, il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. Alors, en cette nation, c'est à quoi fait référence le groupe nominal en cette nation? Eh bien, ce sont les habitants du Nouveau Monde, hein, donc je vous ai présenté dans la séance 1 tous les voyages, toutes les grandes découvertes, depuis le 15e jusqu'au... on s'est arrêté au 18e siècle, hein, pour suivre en fait justement l'objet d'étude. Il va employer, donc il va continuer. Donc je vais quand même vous souligner les mots qui sont importants dans la première phrase. Hein, donc barbarie, ne pas, donc la négation qu'on a vue, vous avez été interrogé dessus, son usage, et puis rien de barbare. Vous pourriez être interrogé sur la négation, là, par exemple, sur ce texte, rien que pour cette phrase, il faudrait que vous réfléchissiez. Donc barbare, barbare et sauvage. Donc la nation, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième phrase, je vais revenir au stylo. Hop. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc ça, c'est notre deuxième phrase. Donc il continue, il poursuit son raisonnement. Il va employer, vous voyez qu'il passe du « je » dans la première phrase, « je trouve », il donne son avis, il introduit sa thèse. Et puis, il va passer du « je », il y a un petit glissement énonciatif, là. Il va passer du « je » au « nous ». Alors, le « nous », c'est un « je » de Montaigne, humaniste, et « nous », alors c'est nous, les hommes, mais plus précisément les Occidentaux qui ont tendance, et notamment les colons, les colonisateurs, qui ont tendance à se prendre à se considérer comme des hommes supérieurs. Nous n'avons autre mire de la vérité que... Alors, encore une négation, que je vais la mettre en vert aussi. Ah non, je me suis trompée. Je vais effacer. Hop. Voilà. On va prendre ça. Et ça, c'est bon. Donc, ne que, qui est là. Donc, ne que, vous avez une négation qui est exceptive, je vous rappelle. Donc, l'exception, c'est justement de sortir de la phrase une idée. Et nous n'avons d'autre mire. Alors, la mire, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un miroir. Au mot miroir, c'est une cible, une mire. Donc, en fait, c'est la mire, finalement, c'est le point auquel on va se référer. C'est ce que l'on connaît. Donc, en tant qu'homme, on ne connaît qu'une chose, ce que dit Montaigne, c'est finalement notre horizon. Hein, notamment à la Renaissance, l'horizon, finalement, il n'est pas si... Pour la plupart des hommes, c'est encore un peu comme le Moyen-Âge, l'horizon du canton. Voilà, il nous dit que notre jugement, finalement, c'est pas forcément le bon. Donc, en fait, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une opinion, ces fameuses... l'opinion commune, là, dont parle Montaigne, hein, tout au début de l'essai consacré au cannibale. Et puis cette vérité, ce qu'on prend pour une vérité, elle n'est que relative. Donc ce que lui dit vérité et raison, il va tout de suite contrebalancer, il va dire non, finalement tout ça c'est relatif. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il dit qu'on a tendance à ne juger qu'en fonction de ce que l'on connaît, c'est-à-dire des idées, je suis toujours avec le vert, des idées et opinions et usances du pays où nous sommes. C'est assez limité, hein, le pays où nous sommes. Donc finalement, il introduit une première idée qui est en fait celle de l'ethnocentrisme, dont je vous ai déjà parlé. Hein, Lévi-Strauss va en reparler dans le chapitre 3 de Race et Histoire. C'est le fait finalement de considérer sa propre civilisation comme étant une civilisation qui serait meilleure que l'autre. Alors l'ethnocentrisme, il y a des élèves qui ont choisi ça, qui ont choisi Race et Histoire de Lévi-Strauss, qui ont bien vu ce qu'était cette notion d'ethnocentrisme. Donc c'est bien en fait le fait de considérer que nos opinions, notre civilisation serait la meilleure.
Lévi-Strauss dit une idée quand même qui est très juste, c'est que l'ethnocentrisme, en fait, il est inscrit au cœur de toute culture. Bah, regardez ce qui se passe au tout début de mission, le prêtre, là, qui vient trouver, le frère jésuite, hein, qui est le missionnaire, qui vient parler avec la tribu et qui vient établir une communication avec eux, il se retrouve vite fait dans le fleuve et puis précipité dans la chute, hein. Donc ça marchait pas à tous les coups et finalement c'est le frère Gabriel, hein, qui va réussir avec d'autres frères à aller vers les Tupinamba. Non, c'est pas les Tupinamba, je me souviens plus comment ils s'appellent dans Mission. Bon bref, vous rechercherez, je m'en souviens plus. La troisième phrase, là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfaite et accomplie usage de toutes choses. Alors vous voyez bien qu'elle est construite sur un rythme ternaire. J'ai perdu ce que je voulais. Oui, c'est là. Elle est construite sur un rythme ternaire, avec la répétition en fait de l'adjectif parfaite, parfaite religion. Hop, je vous remets toujours un vers. La parfaite religion, et je me trompe encore. Voilà, hop, parfaite religion, parfaite police. Petite variante au masculin, parfait et accompli usage de toute chose. Bah, cette phrase-là, elle est évidemment ironique, avec le balancement ternaire que vous avez. Et en fait, ce qui nous amène à faire par cette ironie, c'est toujours à relativiser. Bah non, c'est notre civilisation, n'est pas forcément une civilisation supérieure, même si effectivement on pourrait le croire. Et puis, il en vient justement à une définition un peu plus précise qui va compléter celle de la première phrase. Donc ça, c'est dans la 4e phrase. Hop, je reprends le noir là. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits, les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produit. Alors attention, la phrase est longue. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. Alors, je mets une pause et cette phrase-là, elle va être expliquée en 2 temps. La première partie, donc, il va procéder par un raisonnement par analogie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'analogie? On l'a déjà vu dans le poème de Baudelaire qui s'intitule « Le soleil », hein, qui est fondé sur une analogie. Et je vous avais dit, si vous voulez bien comprendre la clé de ce poème, c'est de bien comprendre le fonctionnement analogique. Alors, l'analogie, c'est-à-dire la comparaison, pour être moins savante, elle est là. De même que... Alors, cette comparaison, en fait, il va choisir une comparaison qui est simple. Regardez, donc c'est sauvage, c'est rien de péjoratif, hein, sauvage dans la bouche de Montaigne. Ils sont aussi sauvages que les fruits de la nature. On va essayer de faire ça pour que vous puissiez mémoriser. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train d'introduire, Montaigne? C'est la différence entre l'état de nature et culture. En fait, ces fruits-là, ils sont, c'est ceux qu'on cueille sur l'arbre, hein. Ils sont à l'état pur, c'est ce qu'elle produit véritablement la nature. Alors que nous, on est des êtres de culture et finalement, on serait un petit peu déformés. Donc ils ne sont pas déformés, comme les fruits. Ils sont à l'état de nature.